C'est un grand plaisir pour les membres de l'association Guillaume Budet de répondre à l'invitation d'Aiguille Animation afin de lire aujourd'hui, avec un si beau temps, dans un si beau lieu, des extraits de l'Iliade d'Homère. En effet, aujourd'hui, nous célébrons ensemble la journée européenne du latin et du grec. L'an dernier, nous avons lu du latin, c'était les Métamorphoses d'Ovide, et cette année, nous allons lire du grec, et c'est l'Iliade d'Homère. Alors qu'est-ce que c'est l'Iliade? On ne peut pas la résumer très facilement, mais enfin quand même. L'Iliade, c'est un très long poème de plus de 15 000 vers qui raconte la 9e année de la guerre de Troie, et non pas la 10e comme on le croit souvent. En effet, la fin de la guerre de Troie n'est pas racontée dans l'Iliade. L'histoire du cheval n'est pas non plus racontée dans l'Iliade. Il faudra lire l'Odyssée pour savoir comment se termine cette longue guerre. Quel est le motif principal de cette longue guerre? Eh bien, chacun le sait. C'est une histoire, au fond, un peu triste et banale, une histoire de tromperie, de jalousie, d'adultère. La belle Hélène a été enlevée par le beau Paris, un Troyen, et il s'agit maintenant de la récupérer. Alors on monte une expédition militaire, on va traverser la mer et on va se lancer dans une guerre interminable pour la récupérer. Les extraits qui vont être lus sont tirés du chant 3, du chant 6, du chant 20 et du chant 24. Mais il faut quand même dire un mot du commencement. Le commencement, c'est le mot grec ménin, et ménin en grec, ça veut dire la colère. C'est ça le vrai motif de l'Iliade, la colère d'Achille. Et cette colère est double. Le premier motif de colère, c'est un différend qu'il a avec le chef de l'expédition Agamemnon, qui lui a en quelque sorte volé sa prise de guerre, une belle jeune fille, Briséis. Et Achille va en concevoir un ressentiment féroce, tellement féroce qu'il va se retirer avec ses compagnons, les Myrmidons, qui constituent le contingent d'Achille. Il va se retirer de la guerre, il ne va pas rentrer à la maison tout de même. Heureusement d'ailleurs, car s'il rentrait à la maison, probablement les Grecs seraient repoussés à la mer. Non, il va se contenter de se retirer sous sa tente, dans leur campement. Et ce simple retrait va faire que les Troyens, de l'autre côté, sous la conduite du plus vaillant guerrier troyen Hector, ce simple retrait va faire que les Troyens vont presque remporter définitivement la victoire. Et c'est là que se produit l'événement qui va déclencher la deuxième colère d'Achille, qui est une colère bien plus sérieuse, bien plus grave encore que la première. Cette deuxième colère, elle est déclenchée par la mort de son ami Patrocle. Patrocle a demandé à Achille de lui donner ses armes. Comme ils sont comme deux frères jumeaux, les armes d'Achille vont parfaitement sur le corps de Patrocle. Et Hector, voyant ses armes, va se précipiter sur Patrocle et le tuer. Son ami étant tué, Achille va décider de reprendre le combat. Et cette fois-ci, il est en quelque sorte survolté, on pourrait presque dire dopé par cette deuxième colère. Il va remporter victoire sur victoire jusqu'à tuer à la fin Hector. Et l'Iliade va se terminer sur des funérailles dans les deux camps. On va procéder aux funérailles d'abord de Patrocle, dans le camp des Grecs, et enfin, il faudra bien aussi pouvoir procéder aux funérailles d'Hector. Oui, mais le corps d'Hector a été en quelque sorte kidnappé par Achille, et Achille ne veut pas le rendre. Et la dernière scène que je lirai tout à l'heure au chant 24, c'est lorsque le vieux roi Priam, le roi des Troyens, va oser affronter en face à face, au risque de perdre la vie, parce que Achille est toujours en colère et il le dit, au risque de perdre la vie, Achille, pour récupérer le corps de son fils
Hector. Le premier extrait qui va être lu est tiré du chant 3. Le chant 3, qu'est-ce que c'est? C'est, on dit en grec la teikoscopie, c'est-à-dire une sorte de vision panoramique qu'on a du haut des remparts. Et alors du haut des remparts, eh bien, on va voir Hélène, la belle Hélène, qui elle est jeune et a de bons yeux, et va expliquer à Priam qui sont les combattants là-bas dans la plaine. En effet, au chant 3, tout pourrait s'arrêter, mais ça ne s'arrêtera pas. La guerre ayant été si longue, on considère que les deux prétendants, que sont Ménélas, le mari légitime, et Priam, l'amant, pourraient bien régler leur compte personnellement dans un duel. Et c'est en effet ce qui est proposé, et on est bien d'accord pour ça. Mais les dieux vont s'en mêler, et on verra que ça ne sera pas si simple, et qu'il faudra encore continuer la guerre. Un mot aussi du chant 6. Le chant 6 est peut-être un des plus beaux. Les grandes scènes du chant 6 se passent aussi sur les remparts. Les remparts jouent un grand rôle théâtral dans l'Iliade. Et là, on assiste aux adieux, on peut vraiment dire des adieux, d'Hector et d'Andromaque, en présence de leur fils, qui s'appelle Astyanax, et qui est effrayé par le casque de son père. Quant au chant 20, qui sera lu aussi, eh bien, le chant 20 montre la guerre dans son aspect absolument général. On ne se bat pas seulement entre hommes sur la terre, les dieux ont pris parti dans cette bataille, les uns d'un côté, les autres de l'autre, et ils ont sur terre des champions, qui sont souvent d'ailleurs des demi-dieux, qui sont ces êtres intermédiaires entre les hommes et les dieux, et qui vont s'affronter. Quant à moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, je terminerai les lectures en lisant la visite extraordinaire pour moi, extrêmement émouvante, de Priam devant Achille. Aussitôt que sous les ordres de leur chef, tous ces peuples sont rangés en bataille, les Troyens s'avancent comme une nuée d'oiseaux, en poussant de vives clameurs. Ainsi retentit sous la voûte des cieux la voix éclatante des grues lorsqu'elles fuient les hivers et les violents orages. Alors, avec des cris perçants, elles volent vers l'océan rapide, portent aux Pygmées la désolation et la mort, et du haut des airs, leur livrent de cruels combats. Mais les Grecs, respirant la guerre, marchaient en silence et brûlaient de se donner un mutuel appui. Cependant, Iris arrive vers Hélène, sous les traits de Laodicée, belle-sœur de cette princesse et femme du fils d'Anténor. Car le fils d'Anténor, le puissant Lycaon, avait épousé Laodicée, la plus belle des filles de Priam. La déesse trouve Hélène dans son palais. Elle brodait un long voile de pourpre et traçait les nombreux combats que supportaient pour elle les Troyens et les valeureux Grecs. Iris, aux pieds légers, s'approche et lui dit : « Accourez, sœur chérie, contemplez les faits étonnants des Troyens et des Grecs. Naguère, ils se livraient dans la plaine à toutes les horreurs du carnage et ne respiraient que les combats sanglants. Maintenant, en silence, car la guerre a cessé, tous sont appuyés sur leurs boucliers et leurs longues lances sont fixées dans la terre. Cependant, Paris et le vaillant Ménélas vont combattre pour vous, et le vainqueur vous nommera son épouse. » Ces paroles de la déesse jettent dans le cœur d'Hélène un vif désir de revoir son premier époux, ses parents et ses anciens amis. Elle se couvre d'un voile brillant et sort de son palais en versant quelques larmes. Elle n'était point seule, 2 femmes la suivaient, Étra, fille de Pitthée, et la belle Clymène. Bientôt, elles arrivèrent aux portes de Cé. Là, Priam, Panthos, Timoéthès, Lampos, Clyatios, Icétaon, rejeton du dieu Arès,
le prudent ou Calégon et le sage Anténor, tous anciens du peuple, étaient assis au-dessus des portes de Cé. La vieillesse les éloignait des combats, mais, pleins de sagesse, ils discouraient, semblables à des cigales qui, sur la cime d'un arbre, font retentir la forêt de leurs voix mélodieuses. Ainsi, les chefs des Troyens étaient assis au sommet de la tour. Quand ils virent approcher Hélène, ils dirent entre eux à voix basse : « Ce n'est pas sans raison que les Troyens et les Grecs valeureux supportent pour une telle femme de si longues souffrances. Elle ressemble tout à fait aux déesses immortelles. Mais, malgré sa beauté, qu'elle retourne sur les vaisseaux des Grecs, de peur qu'elle n'entraîne notre ruine et celle de nos enfants. » Ainsi parlèrent les vieillards. Mais Priam, en élevant la voix, appelle Hélène près de lui. « Approche, ô ma chère enfant, viens t'asseoir à mes côtés, afin que tu reconnaisses ton premier époux, tes amis et tes parents. Ce n'est point toi, ce sont les dieux qui furent la cause de nos maux, et qui suscitèrent cette guerre, source de tant de larmes. Mais dis-nous le nom de ce héros remarquable, de ce grec si fort et si majestueux. D'autres peut-être le surpassent par la hauteur de leur taille. Mais tant de beauté, unie à tant de noblesse, n'a jamais frappé mes regards. Sans doute ce héros est un roi. » Hélène. « Je suis honteuse et craintive devant vous, ô mon noble père. Plutôt Dieu que j'eusse reçu la mort le jour où je suivis ici votre fils, lorsque j'abandonnai le palais de mon époux, mes parents, ma fille chérie et les aimables compagnes de ma jeunesse. Mais il en fut autrement, et je me consume dans les larmes. Toutefois, je vais vous dire ce que vous me demandez. Ce prince est le fils d'Atrée, le puissant Agamemnon. Il est en même temps roi sage et guerrier vaillant. Je le nommais mon frère. Hélas, que ne l'est-il encore? Heureux Atride, tu naquis sous un destin favorable, ô roi fortuné, puisque les nombreux enfants de la Grèce sont soumis à ton empire. Autrefois, j'allais dans la Phrygie, fertile en vignes. Là, je vis la foule des Phrygiens, habiles à diriger les coursiers, peuple d'Autrée et de Mygdon, semblables aux dieux. Ils avaient posé leur vaste camp sur les rives du Sangarios, et moi je me trouvais avec eux, comme allié, quand vinrent les belliqueuses Amazones. Mais combien ces peuples étaient moins nombreux que les Grecs, au vif regard. Il aperçoit Ulysse et interroge Hélène une seconde fois. « Dis-moi, ma fille, quel est cet autre guerrier? Sa taille est moins élevée que celle d'Agamemnon, mais ses épaules et sa poitrine ont plus de largeur. Ses armes reposent sur la terre fertile. Lui, comme le chef d'un troupeau, parcourt les rangs des soldats. Je le compare au bélier couvert d'une épaisse toison qui marche fièrement au milieu d'un grand troupeau de blanches brebis. » C'est le fils de Laërte, l'ingénieux Ulysse. Il fut nourri dans Ithaque, quoique le pays soit stérile. Ses ruses sont inépuisables et ses conseils pleins de sagesse. « Femme, dit-il, tout ce que vous racontez est vrai, car déjà le divin Ulysse et le vaillant Ménélas sont venus ici comme ambassadeurs à cause de vous, Hélène. Je leur ai donné l'hospitalité, je les ai reçus en amis dans mon palais, et j'ai pu connaître leur caractère et leur sagesse. Lorsqu'ils se mêlaient aux Troyens dans nos assemblées, s'ils étaient debout, la taille de Ménélas paraissait plus élevée. S'ils étaient assis, Ulysse avait plus de dignité. Dans leurs discours, proposaient-ils des avis à la multitude? L'éloquence de Ménélas était rapide. Il parlait peu, mais avec force. Toujours concis, il ne s'écartait point du sujet, quoiqu'il fût le plus jeune. Quand le sage Ulysse se levait pour parler, immobile, les yeux baissés, les regards attachés à la terre, il tenait son sceptre en repos, sans le balancer d'aucun côté, comme un enfant sans expérience. Vous eussiez dit un homme saisi de colère, ou bien un faible insensé, mais lorsque sa voix sonore s'échappait de son sein,
Ces paroles se précipitaient comme d'innombrables flocons de neige dans la saison de l'hiver. Nul homme alors n'aurait lutté contre Ulysse, et jamais en le contemplant, nous n'avions autant admiré sa beauté.